pense qu'il y a deux manières de la voir. On peut la voir d'un point de vue juridique, effectivement, avec un agresseur, un agressé. Le fait que les États occidentaux ne peuvent pas rester neutres à l'invasion d'un pays souverain, notamment dans son immédiat arrière-cour pour les Européens. Puis après, il y a la question plus pragmatique de comment est-ce qu'on en sort. Et où là, je ne suis pas certain que le fait de criminaliser Vladimir Poutine en l'empêchant de rester, de quitter son territoire, le fait, quelque part, de donner l'impression que l'Ukraine peut gagner cette guerre, servent la cause de la paix, parce que, au plan militaire, on a d'un côté un géant, de l'autre côté un État qui, malgré la formidable mobilisation de sa population, reste quand même un adversaire de faible poids par rapport à Moscou. Et puis c'est une guerre marathon qui risque de durer de longs mois. Et à un moment donné, si on souhaite en sortir, on a besoin d'interlocuteurs côté russe. Et on a vu lors des derniers événements avec Prigojine qu'on n'était pas à l'abri brutalement d'un coup d'État, de bouleversement dans la société russe qui ferait qu'on serait brutalement privé d'interlocuteurs. Donc je crois qu'il faut revenir à plus de réalisme par rapport à ce conflit et absolument se mettre à la recherche de solutions de paix. Donc l'ONU, au lieu d'aller commenter les émeutes en France, ferait mieux de réfléchir à un plan de paix pour garantir la stabilité de la région. Moi, je pense que ce serait une erreur terrible, à la fois un contresens historique et un contresens géopolitique. En effet, l'OTAN repose sur le système de défense collective, c'est son article 5, ce qui veut dire que si un pays est attaqué, tous les autres pays sont censés lui venir en aide. Donc en faisant rentrer l'Ukraine, on explique qu'effectivement nous sommes prêts à aller mourir pour Kiev, ce qui, à mon avis, n'est pas forcément le cas aujourd'hui des opinions publiques européennes. D'autre part, il faut voir que la Russie a une conception de la sécurité qui passe par sa géographie, qui a toujours été, quelque part, sa manière à elle de se défendre contre les adversaires. La capitale étant très proche, finalement, des autres capitales européennes, c'est cette profondeur de champ qui l'a protégée de Napoléon, qui l'a protégée de Hitler. Et donc, il faut voir dans le regard que porte Moscou à l'égard de ces pays, de ces anciens pays satellites devenus son hinterland immédiat, y voir finalement une espèce de coussin de sécurité qui lui donne l'impression effectivement de garantir, je dirais, une forme de protection. Et puis aussi parce que la Russie, qui est l'histoire finalement d'un petit État qui s'est beaucoup agrandi, assimile la puissance à la géographie. Et donc la Russie est forte quand elle est grande, la Russie est faible quand elle est petite. Et donc il y a, je dirais, une forme de lien psychologique qui est fait entre la taille du pays et puis je dirais, sa grandeur. Par conséquent, aller chatouiller, comme nous l'avons fait, les babines du chat russe, qui avaient prévenu d'ailleurs au Bundestag, il y a déjà maintenant 10 ans, qu'il ne fallait pas rentrer dans cette zone, ce serait vécu comme une forme d'agression qui enclencherait des conséquences. En faisant ainsi, nous avons quelque part précipité l'histoire, alors qu'il y a eu un momentum à la fin je dirais, de l'Empire soviétique, où nous aurions pu dire, ben voilà, la guerre froide est terminée, donc nous arrêtons avec l'OTAN, nous considérons que la Russie réintègre le concert européen. Nous aurions pu d'ailleurs proposer à la Russie d'intégrer l'Europe. Ça aurait été une manière, quelque part, de véritablement terminer la guerre froide, comme nous l'avons fait d'ailleurs avec la RDA. Eh bien, je dirais, nous avons quelque part raté cette étape-là, et nous nous retrouvons aujourd'hui, quelque part, également, à provoquer une forme de retour à la guerre froide, parce que nous avons gardé les automatismes, les outils, et puis parce que les États-Unis n'ont jamais cessé, en réalité, de considérer la Russie comme un rival stratégique. C'est une option qui remonte à la géopolitique américaine, à la place de cette puissance qui se veut maritime contre les puissances continentales, et qui fait qu'elle a profité de la faiblesse russe pour essayer de prendre pied dans son espace stratégique. En tant qu'Européens, nous avons à la fois un devoir d'arrimer la Russie à l'Europe, c'est notre sécurité, c'est notre intérêt,
parce que nous n'avons aucun intérêt à avoir une guerre en Europe de l'Est. Nous n'avons aucun intérêt d'avoir une Russie vassalisée par la Chine. Nous n'avons aucun intérêt à être quelque part dans un condominium américain où nous serions le numéro 2. Nous avons tout intérêt à avoir une Europe indépendante. Et l'Europe, si on veut vraiment la réunifier, eh bien, ça veut dire à un moment donné arrimer Moscou à notre système de valeurs, à la démocratie, à nos intérêts. Et sur le système de valeurs, il y a derrière aussi des sujets, des critiques que peut exercer Vladimir Poutine, sur lesquels beaucoup d'Européens seraient d'accord, notamment sur le progressisme et l'open society qui ont envahi l'espace européen et qui font qu'aujourd'hui, on donne, à mon avis, beaucoup trop d'importance aux minorités et aux revendications communautaires en Europe. En réalité, il y a deux sujets. Il y a une année de guerre où effectivement on est passé de 196 000 hommes à 700 000 hommes. Donc c'est une formidable progression de l'armée ukrainienne avec, je dirais, tous corps confondus, parce que corps de sécurité civile, civils qui se sont enrôlés, bataillon Azov, enfin, différents types d'unités militaires. Et donc une capacité quelque part à résister à l'offensive russe. Et d'ailleurs, l'armée qui est entrée en Russie, l'armée russe qui est entrée en Ukraine l'an dernier, elle a quasiment disparu, entre le nombre de blessés de guerre. Mais enfin, l'Ukraine a aussi payé un prix qui est élevé, puisqu'on est aux alentours de 17 000 morts, 80 000 blessés, c'est-à-dire une centaine de milliers quand même d'Ukrainiens qui ont, je dirais, été touchés par ce conflit. La question n'est donc pas à court terme la capacité de résistance, la question c'est la capacité régénérative de l'Ukraine, parce que les Russes sont capables, malgré leur déficit démographique et les problèmes logistiques que personne ne nie, de renouveler en armement et en hommes ces troupes. Pour l'Ukraine, à un moment donné, ça risque d'être limité, et notamment au niveau logistique. On se souvient qu'à Bakhmout, il y a eu un problème de munitions. Les Occidentaux ont fourni une aide très forte. Il n'est pas certain qu'on puisse la refournir tous les ans en munitions, en chars, en avions. Et par conséquent, à un moment donné, eh bien, une rupture logistique ou capacitaire qui peut se produire. Ça, c'est pour le côté militaire. Pour le côté civil, c'est toujours plus compliqué parce que pour les Ukrainiens, c'est une question de vie ou de mort. Et donc, il y a un formidable élan de survie, mais on voit bien qu'une opinion publique peut être très sensible à des tournants, à des défaites, à des victoires. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne a résisté, elle est capable même de faire une contre-offensive, même si cette contre-offensive n'a pas donné beaucoup de résultats. Demain, il se produirait un accident sur le front, on peut avoir un changement d'humeur aussi d'une population qui aurait l'impression que finalement la guerre n'est pas forcément gagnable. Je pense que cette guerre n'est pas gagnable pour l'Ukraine parce que, in fine, on est quand même sur un pays qui est beaucoup plus petit, beaucoup moins puissant, qui tient par des aides internationales dans un contexte compliqué. Et donc si les Russes ont envie de maintenir la pression pendant 5 ou 10 ans, en réalité, à un moment donné, je crois que la disproportion de force fera que l'Ukraine ne peut que perdre cette guerre, ou éventuellement la stabiliser en contenant l'adversaire russe. On fait des projections en disant il suffit de tenir jusqu'à ce que Vladimir Poutine soit révoqué ou renversé. C'est un calcul qui, effectivement, peut être fait. Maintenant, je me souviens que Bachar el-Assad, certains avaient fait à peu près le même type de calcul et ils en ont été pour leurs frais. En outre, on sait toujours qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Et demain, s'il y a un changement de tête au pouvoir, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas un changement démocratique. Et donc, on est soit des faucons, soit des militaires qui auraient effectivement d'autres objectifs. Et donc, il faudrait à ce moment-là réinventer totalement la relation avec la Russie. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, l'Ukraine tient. C'est une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas parier sur une solution militaire, mais plus sur une solution politique pour essayer maintenant de sortir du conflit, parce que je dirais, ces milliers de gens qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés, tous ces drames vont laisser des séquelles extrêmement profondes des deux côtés de la frontière. Sur l'affaire des sanctions, d'abord, les sanctions, elles datent de 2014. Et les études qui ont pu être faites montrent que dans un premier temps, il y a un impact négatif sur l'économie russe. Puis ensuite, comme toute
comme tout organisme, il s'adapte aux nouvelles situations. Et donc, à un moment donné, il retrouve sa situation d'avant. C'est des chercheurs américains qui avaient fait des recherches sur les entreprises et réalisé qu'en nombre de personnel ou en chiffre d'affaires, au bout de quelques années, elles retrouvaient leur niveau d'avant les sanctions. C'est la même chose qui s'est produit pour les sanctions actuelles contre la Russie. Certes, le budget qui était fortement excédentaire est devenu déficitaire, mais quand on regarde les analyses de Jacques Sapir, il montre qu'en réalité, vous avez aujourd'hui une production industrielle qui, sur un an, en glissement annuel, est à plus 8,5%, que pour le commerce de détail, on est à plus 9%, et qu'en réalité, on a retrouvé les niveaux d'avant les sanctions. Par contre, ces sanctions, elles frappent évidemment des intérêts européens et notamment français. Il y a déjà toutes les entreprises qui ont dû se retirer du marché russe. Je pense à des entreprises comme la Société Générale, qui a perdu quasiment 4 milliards d'euros dans l'affaire, Total, qui a également perdu beaucoup d'argent, Renault, Schneider Electric, Atos, Air Liquide, la liste est longue. On estimait l'an dernier que les pertes étaient égales à 16 milliards d'euros pour 16 entreprises du CAC 40. Donc ces pertes-là, elles risquent d'être conjoncturelles, mais structurelles aussi, parce qu'une fois que l'entreprise s'est retirée, je pense par exemple dans l'automobile, il y a fort à parier que si un jour Renault réattaque le marché russe, eh bien, il trouvera des entreprises chinoises qui auront comblé le vide, parce que la nature a horreur du vide. Et d'ailleurs, les Russes en ont profité pour mettre en place une taxe exceptionnelle de sortie du territoire et obliger les entreprises à revendre à des actifs russes leur part avec une décote de 50%. Donc la Russie s'en sort pas forcément mal de ce point de vue-là. En revanche, pour les Français, donc perte de marché, on a eu la même chose en Iran. Deuxièmement, également c'est un fusil à un coup, parce que l'idée c'est de dire nous allons priver d'accès la Russie au système international comme si nous le contrôlions. Or, en réalité, il y a au moins deux macro-États qui ne jouent pas le jeu, c'est l'Inde et la Chine, et ce qui fait qu'il y a en réalité des importations soi-disant interdites qui sont possibles, ou des exportations qui sont soi-disant interdites, c'est-à-dire la Russie qui exporte en Inde, qui exporte en Europe, ou à l'inverse, des importations via l'Inde ou via la Chine pour la Russie. La Chine d'ailleurs qui ne se plaint pas de la situation, parce qu'elle, par contre, elle a doublé ses exportations de pétrole en Russie. Et donc le risque, c'est en réalité que si cette crise dure un certain nombre d'années, on ait deux systèmes internationaux intégrés. Déjà, c'est le cas au niveau bancaire, c'est le cas au niveau financier, avec la volonté de dédollariser. Ça pourrait être le cas au niveau commercial. Ce qui veut dire que si un jour une agression future se déroule avec un agresseur qui viendrait de cette zone, nous aurions très peu de moyens de sanction, parce qu'il serait déjà autonome par rapport à la sphère occidentale. Or, il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dépendants de ces pays, et que par conséquent, eh bien, les sanctions peuvent être à double tranchant. Côté opinion publique, je dirais que dans un premier temps, les Français on a utilisé un peu à toutes les sauces le problème des ruptures de chaînes d'approvisionnement en disant que tout se faisait en Ukraine. Donc les Français en ont beaucoup ri, parce qu'on s'est aperçu que la moutarde de Dijon était produite en Ukraine. Donc je pense qu'il y a eu quand même une forme de propagande là-dessus qui n'était pas forcément exacte. Et puis deuxièmement, je dirais que l'impact ensuite diffus, les ruptures de chaînes d'approvisionnement, aujourd'hui elles ont plutôt, enfin en tout cas en zone alimentaire, elles ont plutôt été masquées. C'est moins le cas sur l'industrie où vous avez de sévères manques et des retards assez importants. Maintenant, l'opinion publique aujourd'hui ressent moins, je dirais, l'impact direct. Simplement, quand l'effet de moyen terme de ces sanctions va se faire sentir, je pense notamment en matière énergétique, en matière d'importation, le renchérissement des importations, le gaz, par exemple, le gaz qu'on est en train d'importer des États-Unis, il coûte beaucoup plus cher que le gaz qu'on pourrait importer de Russie. Donc il va forcément y avoir un impact en matière d'emploi, en matière d'activité économique. Et c'est là où, à mon avis, il y aura effectivement une forme de scepticisme français les Français risquent de se rendre compte qu'une sanction, elle ne fait pas seulement mal à celui qu'on sanctionne, elle fait aussi mal à celui qui sanctionne. Et l'un des problèmes dans cette affaire, c'est que les Européens ont pris une charge assez lourde sur ces sanctions. Les Américains n'ont pas tout perdu dans cette affaire, puisqu'ils en ont profité eux aussi pour remplir les cases qui étaient autrefois occupées par Gazprom notamment et par la Russie.
D'abord, ce n'est pas seulement un pays corrompu au plan européen. Je rappelle que sur Transparency International, l'Ukraine, elle est 122e sur 180 dans le tableau mondial des pays touchés par la corruption. Et que pas plus tard qu'il y a quelques jours, c'est le président de la Cour suprême qui a été mis en cause. Et avant lui, le ministre de la Défense, des gouverneurs de zone et un certain nombre le ministre adjoint des Travaux publics. Enfin, voilà. Et le plus gros scandale étant un scandale d'alimentation, portant sur l'alimentation des soldats, puisqu'on a payé 2 à 3 fois le prix normal pour nourrir les armées d'Ukraine, c'est-à-dire un total de 13 milliards d'euros, et on estime que les pots de vin se tourneraient vraisemblablement autour de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, alors, je pense, si vous voulez, que ça a toujours été une vérité, mais que, comme d'habitude en relations internationales, les amis de mes amis sont mes amis, et que quand on veut diaboliser ou rendre manichéen un conflit, à partir du moment où la Russie était le mal, l'Ukraine devait être le bien, et quelque part, mettre en avant des faits comme la corruption risquait de brouiller l'image de l'Ukraine, alors que, je dirais, les Ukrainiens ne sont pas blancs-blancs non plus. On se rappelle d'ailleurs même que Zelensky était vu comme la marionnette de Kolomoïski, qui est un oligarque ukrainien, ou que des bataillons néo-nazis fonctionnaient en Ukraine au vu et au su de tous. Donc, moi je crois dans un conflit que, certes, là il y a un agresseur, un agressé, donc on connaît le responsable et sa responsabilité. Maintenant, l'Ukraine tente de balayer devant sa porte, il y a eu des arrestations, il y a eu une opération main propre. Là pour le coup, je crois que c'est la résultante aussi du fait que les Européens ont expliqué qu'à un moment donné, si on voulait rentrer dans l'Union européenne, il fallait respecter un certain nombre de standards. La question, c'est de savoir si cette opération main propre, elle est faite en surface avec quelques hommes clés symboliques particulièrement corrompus, ou si c'est un véritable, je dirais, changement structurel. Ça ne serait pas la première fois que des pays de l'ancien bloc de l'Est visant à entrer dans l'Union européenne fassent l'objet d'un ripollinage de façade. Mais effectivement, ça pose des questions sur l'aide internationale. Je crois, si vous voulez, que sur ce conflit, il faut tenir à un langage de vérité. Effectivement, ce sont des pays qui fonctionnent différemment de nous. C'est pour ça d'ailleurs que, comme pour l'OTAN, je pense que c'est une erreur de le faire rentrer dans l'Union européenne, parce que ensuite, ça veut dire que nous avons au sein de l'Union européenne un pays dont les responsables politiques peuvent être corrompus, ce qui peut poser de vrais problèmes lorsqu'on cherche l'intérêt général européen ou lorsqu'on met en place des programmes d'aide ou de subventionnement. Voilà. Et donc je crois que pendant longtemps, on a essayé de taire ceci, et puis devant à la fois la pression occidentale et puis je dirais le fait aussi qu'il y a une prise de conscience et la volonté de nettoyer un peu les écuries d'Augias, tout ça est ressorti, on verra jusqu'où ça ira. Ce sont des questions très compliquées parce qu'on a évidemment une propagande des deux côtés attribuant à l'autre la responsabilité. Alors, j'aurais tendance dans ce genre d'affaires, même les Américains d'ailleurs parfois hésitent à prendre position, alors qu'ils pourraient, je dirais, systématiquement prendre le parti de l'Ukraine, ce qui prouve quand même que tout ceci ne doit pas être tout à fait net. Il faut toujours regarder où vont les intérêts. Par exemple, dans l'affaire du barrage, je pense objectivement que les Russes avaient plus intérêt je dirais, au sabotage de ce barrage, parce que ça empêchait tout simplement de traverser la Dniepr, ce qui était intéressant, alors qu'une contre-offensive ukrainienne était en préparation. Et puis, ça renforce la dépendance en eau de la Crimée, puisqu'il va falloir, je dirais, livrer en bouteilles d'eau potable cette région. Donc, ça favorise plutôt l'intégration au bloc russe. Sur la centrale nucléaire, je crois que les Russes n'avaient pas intérêt à ce qu'un problème survienne, parce que vous savez, les nuages radioactifs, on le sait depuis Tchernobyl, n'ont pas de frontières, et que, d'ailleurs, le directeur de l'AIEA lui-même a reconnu qu'il n'y avait pas de signe comme quoi Moscou souhaitait ce type d'accident. Je pense que ça a été monté en épingle par les Ukrainiens, mais c'est uniquement, là, j'ai aucun élément tangible, mais pour dramatiser le fait que, pour essayer de réveiller peut-être le spectre de Tchernobyl et pour dire, voilà, c'est dangereux que les Russes, puis ça met aussi en toile de fond le fait que les Russes possèdent la bombe nucléaire et que par conséquent, il faut aider plus fortement les Ukrainiens.
Quant au cas le plus difficile, qui est le sabotage en fond marin, je vous avoue que c'est assez compliqué. Donc je n'ai pas d'hypothèse à fournir. Bon, on voit qu'il peut y avoir effectivement des gagnants. Maintenant, je pense que c'est une affaire à 2 ou 3 bandes. Et donc je me garderai bien de risquer un pronostic.